Monsieur Orsena, vous avez effectué de nombreux voyages ou quelques voyages autour du monde et à la lecture de vos ouvrages, surtout ceux de 2003-2008, en tout cas la première décennie de 2000, vous semblez assez pessimiste sur la capacité de l'humanité à se nourrir en l'an 2005. Et vous en donnez de nombreux exemples, comme le recul des terres arables, la désertification, les changements climatiques, et j'en passe. Est-ce que vous êtes toujours pessimiste ou pas? Alors, sur la question agricole et sur la capacité de notre planète à nourrir les êtres humains, j'ai pas mal d'inquiétudes, toujours. D'abord parce que il manque deux des matières premières nécessaires à la botanique, donc à l'agriculture, c'est-à-dire les terres et l'eau. Donc les terres arables, un grand continent, immense continent comme l'Asie, globalement elle en manque. C'est pour ça qu'elle les loue, les achète un peu partout dans le monde, sans respecter toujours la manière de respecter les populations locales, et que l'eau, au fond, fait défaut. Pourquoi elle fait défaut? Parce que l'eau est très inégalement répartie, et qu'on peut évidemment la transporter difficilement, parce que c'est fragile et très coûteux. Et puis on peut dessaler l'eau de mer, mais ça demande énormément d'énergie, et après il y a du sel un peu partout. Et aussi parce qu'il y a énormément d'énergie, énormément d'eau qui est pompée par les villes. Donc les villes pompent. Donc vous avez, quand les villes qui pompent, et quand l'agriculture pompe 70 à 80% de ce qui reste de l'eau, enfin de l'eau de manière générale, vous voyez qu'il y a vraiment des tensions. Et alors que réfléchir en termes de moyenne n'a pas de sens. C'est-à-dire ça dépend d'un pays ou d'un autre pays. Alors là, c'est le côté sombre. Il y a le côté, je dirais, demi-éclairé, qui est l'avance d'une agriculture plus respectueuse. Mais aura-t-elle les moyens de nourrir vraiment la planète? Est-ce qu'on peut avoir une agriculture bio qui pourrait nourrir la planète? Ma conviction est non. Mais d'autres qui pensent que oui. Mais d'après les chiffres que j'ai, l'agriculture bio telle qu'elle est organisée, c'est 10 à 15% des besoins, pas plus. Mais l'agriculture industrielle, c'est terrible. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on doit changer nos habitudes alimentaires. Et que notre consommation de viande, au niveau actuel, n'est plus tenable. Pour un seul chiffre, 1 kilo de viande, c'est 13 000 litres. Donc, c'est pas possible. On n'a pas assez d'eau pour que le monde entier se nourrisse de viande. Donc, vous voyez, et dernier point qui me passionne, c'est tout ce qu'apportent les nouvelles technologies. Alors, l'agriculture ou les produits agricoles ne sont pas une marchandise comme une autre. Et vous citez souvent, vous avez cité l'impossibilité de fixer un juste prix du coton, ou l'alliance entre l'actionnaire et le consommateur pour étrangler le producteur, ou l'eau qui ne doit pas être considérée comme une marchandise. Alors je suis amené à vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut concevoir de soustraire l'agriculture aux lois du marché et ne plus la considérer comme une activité comme une autre, au même titre que l'industrie ou les services? Ce qui se passe avec l'agriculture, si on prend l'exemple de la France, il y a à la fois les lois du marché, et puis à l'intérieur des lois du marché, il y a les possibilités de se rassembler. Parce qu'il y a les lois du marché et puis il y a les rapports de force. Il y a des situations d'extrême injustice. C'est-à-dire que les acheteurs se sont rassemblés, alors que les producteurs n'ont pas le droit de se rassembler. Et ne se sont pas rassemblés. Donc évidemment, les grandes surfaces sont en position de force vis-à-vis de ceux qui produisent, premièrement. Deuxièmement, les distributeurs sont en formidable concurrence et ils se livrent à des guerres de prix terribles, sous la pression des consommateurs. Et ma conviction profonde est que les consommateurs ne payent pas assez leur nourriture. Et que dans l'arbitrage de la vie moderne,
ils préfèrent des tas de choses à leur nourriture, sans savoir que leur nourriture est notamment la garantie de leur santé. Et donc, quand on voit deux choses, ce que coûtent tous les portables par rapport à la nourriture, c'est hallucinant. C'est-à-dire quel est le besoin de portable par rapport au besoin de se nourrir dans le budget. Et chaque année, la part du budget consacré à l'agriculture diminue. Chaque année, la part du budget concerné à la communication augmente. C'est pas possible. Donc on va communiquer de plus en plus avec des gens de plus en plus maigres, ou de plus en plus trop gros, ou de plus en plus malades. Donc il y a là une sorte de vertige qui n'est absolument pas possible. Deuxième tendance, les distributeurs gagnent énormément, et de plus en plus, alors que les producteurs gagnent de moins en moins. Et ça, c'est pas possible. Donc il y a deux tendances de notre société qui sont insupportables à long terme. Conclusion, faut-il la soustraire aux lois du marché ou pas? Là, c'est le rapport de force. Il faut que les producteurs s'unissent et qu'il n'y ait pas 3 centrales d'achat et 100 000 producteurs. Ça, c'est un élément de la loi du marché qui est le rapport de force. Et de l'autre côté, comment faire pour faire comprendre aux consommateurs que la nourriture, c'est eux. Et que moins ils donnent à la nourriture, plus ils se diminuent eux-mêmes. Mais comment le faire comprendre, ça, c'est une autre paire de manches. Mais il faut en tout cas, arrêtons d'accabler les paysans, je dis vraiment ce nom, de tous les maux, alors qu'aucune corporation ne sait autant bouleverser, ne sait autant adapter, n'a autant inventé depuis, disons, la dernière guerre mondiale à la fin de 1945. Aucune. Je trouve ce mépris ou cette condamnation des paysans de la part des citadins insupportable. Alors, justement, vous avez parlé d'injustice, par exemple, en matière de marché du coton, du marché mondial, l'injustice que subit le Mali, par exemple, par rapport aux subventions américaines ou au productivisme brésilien. On peut parler d'injustice aussi dans les subventions que les Européens, à un moment, donnaient à leur agriculture. Est-ce que pour les pays pauvres, ou ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, est-ce qu'il ne serait pas temps de proclamer le droit à la souveraineté alimentaire, qui n'est pas reconnu par les Nations Unies? Les Nations Unies reconnaissent le droit à l'alimentation, mais pas le droit à la souveraineté alimentaire. Alors, d'abord, le droit à l'alimentation, c'est l'évidence. Mais quand c'est l'évidence, ce n'est pas un droit. Donc, c'est un droit de l'homme élémentaire. Si on n'a pas le droit à l'alimentation, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre. Donc le droit à l'alimentation, pour moi, n'a pas de sens. Ce qui est posé là, c'est une question plus large du rapport entre les villes et les campagnes. C'est un cercle vicieux terrible, puisque les gouvernants, ils ont peur des révoltes en ville, pas du tout des révoltes dans la campagne. Parce qu'avec 2-3 petites escouades, on peut les calmer un village qui commence à bouger. En ville, tout à fait différent. Donc les citadins, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la nourriture très peu chère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne rémunère pas les agriculteurs qui sont dans les campagnes. Donc les agriculteurs dans les campagnes, ils viennent en ville, grossissant le parti des citadins, lesquels veulent toujours moins cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de payer normalement les agriculteurs, ce qui leur permettrait de rester dans la campagne, et donc de ne pas grossir exagérément les villes, qu'est-ce qu'on fait? On achète à l'étranger, dans des conditions qui sont des conditions évidemment plus favorables, avec beaucoup plus de rendement. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose,
il y a un mécanisme de complicité internationale. C'est que dans les plans de subvention au Sud, l'agriculture ne dépasse jamais 10%. Jamais. Alors que tout le monde sait, après des incertitudes de la Banque mondiale, qui est la championne du monde des revirements, tant dans un sens dans un autre, tout le monde sait que $1 investi dans l'agriculture, c'est la meilleure façon de sortir de la misère, et c'est la meilleure façon de garder les populations dans la campagne. Et donc ça, de temps en temps, on l'oublie. Mais quand on voit par exemple le plan sur le Sahel, ce n'est pas un plan qui va développer l'agriculture du Sahel dans les domaines, par exemple, du delta intérieur du fleuve Niger, alors qu'il y aurait tous les moyens pour qu'on redéveloppe l'agriculture. Donc, cette situation est deux fois insupportable. Il y a le cercle vicieux d'un côté, et de l'autre côté, l'indifférence complète qu'on porte au développement agricole des pays du Sud. Alors justement, en parlant d'agriculture du continent africain, je sais que c'est un continent que vous chérissez beaucoup. Alors à propos justement de ce continent, on semble osciller entre ce qu'on appelait à un moment l'afro-optimisme. Il y a quelques années, on pensait que l'Afrique allait peut-être devenir le grenier du monde. Et puis aujourd'hui, le balancier semble pencher plutôt du côté de l'afro-pessimisme. La croissance a ralenti, les investissements justement qui doivent être faits dans l'agriculture ne sont pas faits, les terres arables reculent. Est-ce que vous êtes pessimiste sur l'avenir de ce continent? Vous savez, il y a une cinquantaine de pays africains, donc parler de l'Afrique de manière générale, c'est un peu compliqué. Si on prend deux zones, par exemple, parmi d'autres qu'on pourrait prendre, il y a le Maghreb et le Mashrek, on s'aperçoit que la population va doubler dans les 25 ans, que les précipitations, d'après ce qui est prévu, vont diminuer, et donc la dépendance du Maghreb et du Mashrek par rapport à leurs importations de céréales vont augmenter. Dans tous les domaines, toutes sortes de blé, notamment pour le semoule, le couscous, etc., tout ça va augmenter. Donc cette partie-là, on a complètement sous-investi l'agriculture, l'agriculture se venge, évidemment. Donc on va dépendre complètement, alors que c'était des terres agricoles depuis toujours. Donc on va dépendre. Dans d'autres endroits du monde, il y a des potentiels infinis. C'est-à-dire, aucun pays au monde n'a, semble-t-il, d'après ce que je connais, des ressources agricoles meilleure que celle de la République démocratique du Congo, qui n'est ni république ni démocratique. Mais Congo, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien, ou alors il y a des investissements étrangers avec des règles très très particulières. Alors qu'il y a de la terre, du soleil et de l'eau. Qu'est-ce que produit la RDC? Presque rien. Donc l'investissement doit être là, mais avec des règles qui soient des règles respectueuses. Donc je suis absolument convaincu du développement à moyen et long terme agricole de l'Afrique. Parce qu'on n'aura pas les moyens de chercher ailleurs. L'Asie va arriver là, parce que c'est là où il y aura le potentiel agricole pour nourrir l'humanité. Simplement, il faut investir. Il faut investir, de donner les conditions d'investissement, de sécurité et autres. Parce que très peu d'activités économiques sont autant capitalistiques, ont autant besoin de capital que l'agriculture. Donc, à terme, des zones en péril, avec des potentiels aujourd'hui, à moyen terme, on se tournera vers l'Afrique avec nécessité, parce que c'est, à terme, l'Afrique, la ferme de demain. Bon, alors une dernière question. Vous écrivez assez joliment d'ailleurs que le coton n'est plus une matière première ou aussi première qu'on le dit, parce qu'il est l'objet de recherche de transformation génétique, de nouvelles semences. Vous parlez des bœufs comme d'un assemblage de pédigrés. Est-ce que toutes ces transformations, ces bouleversements qu'introduit la génétique vous inquiètent ou pas? Vous savez, les bouleversements, ce n'est pas seulement la génétique, c'est de manière générale. On a toujours l'idée d'une nature vierge, intouchée et inchangée depuis la nuit des temps. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
La nature elle-même, c'est l'interaction entre la nature et puis les êtres humains. Nous-mêmes, nous sommes à l'articulation entre la nature et la culture. Donc, pourquoi refuser le progrès? La question posée, c'est qui est propriétaire du progrès? Est-ce que c'est ceux qui interdisent de se servir des graines qui viennent des plantes que l'on a fait pousser, ou est-ce que c'est les laboratoires? Donc, c'est comme la question est, et pas le progrès, c'est qui possède le progrès. C'est ça la question absolument centrale. Mais refuser le progrès, c'est la folie de refuser le progrès. C'est comme ceux aujourd'hui, les irresponsables, qui sont contre les vaccins. En étant d'ailleurs à la fois inconséquents, irrationnels et d'un égoïsme total. Parce qu'ils peuvent se permettre de ne pas se faire vacciner si les autres sont vaccinés. Effectivement. Et oui, donc c'est très facile, ce genre de choses. Donc, non, moi je suis évidemment pour ne rien refuser de projet, simplement qui partage les fruits du progrès et qui est possesseur du progrès. Mais dire que on a cette illusion que tout va demeurer comme avant, et surtout dire que c'était mieux avant, mais qui s'informe? Qu'ils s'informent. Ceux qui disent « Ah là là, Paris c'était mieux au XVIIIe siècle », qui relisent le parfum de Susskind. Ce n'est pas le parfum qu'il faudrait appeler ce livre, c'est la puanteur. Et donc ils regardent un peu, comme ça. Non mais les rentiers de la nostalgie, je dois dire, ils sont comme... ils m'effraient autant que les scientistes ayant réponse à tout. Ce sont deux espèces humaines à fréquenter avec de longs manches. Voilà. Ou alors un peu leur taper dessus. Eh bien, c'est parfait. Mais merci. 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 Merci beaucoup, c'était très intéressant. Non, mais moi, je peux parler des heures. Hein.